C'est parti. Bonjour, je me présente Martial Delair, je suis le directeur de l'IFMK de l'Est francilien qui a ouvert à Meaux, en Île-de-France, en septembre 2020, voilà, et qui a accueilli une première promotion de 31 étudiants. Donc aujourd'hui, avec Blandine Gommet, qui est enseignante et responsable pédagogique à l'IFMK EF, nous allons vous présenter le métier, l'accès aux études et répondre à toutes les questions que vous vous posez. Blandine, je te passe la parole. Alors bonjour à tous, donc effectivement je m'appelle Blandine Gommet, je suis masseur kinésithérapeute depuis déjà quelques années, donc je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas ça fait un peu plus de 15 ans du coup que je suis diplômée. Effectivement, cet après-midi je vais pouvoir vous présenter plusieurs facettes aussi du métier de par mon expérience. Et donc, ma première casquette, effectivement, c'est la massokinésithérapie. Je pense qu'on peut faire la slide suivante juste pour introduire. Et effectivement, je vais être là pour beaucoup vous parler du métier, mais parler aussi des autres facettes de notre métier qui sont tout aussi intéressantes et essayer de vous transmettre un petit peu ma passion. Puisqu'on a un métier effectivement très passionnant de par la diversité d'approches auprès des patients et de par, vous allez voir, la diversité aussi des possibilités sur le plan professionnel. Alors, slide suivante. Voilà, donc on va commencer par quelques chiffres clés. Alors juste avant, vous voyez, j'avais choisi volontairement une diapo avec un kiné musclé, kiné du sport, comme on en a souvent l'image. Et vous voyez, d'après les chiffres, la profession change. Alors, il y a toujours des kinés hommes musclés, costauds, mais il y a aussi des femmes. Et des femmes aussi qui sont costauds et que ce soit voilà, destiné après aux sportifs ou pas. Mais vous voyez qu'il y a quand même maintenant, en 2020, il y a 54% des masseurs kinésithérapeutes qui sont des femmes. Donc, la tendance s'inverse petit à petit. J'en ai pas forcément les raisons, mais voilà un premier chiffre. Ensuite, les kinés, on est soumis effectivement, comme de toute façon les médecins, à ce qu'on appelle un numerus clausus. Donc ce chiffre de 2855 places correspond en fait au nombre de places que vous allez avoir dans les écoles chaque année. Ça vous donne un petit peu une idée des nouveaux kinés qui sont diplômés chaque année. Sachant que ce chiffre en fait est relativement constant, il est en légère augmentation. Je pense que Martial Delair pourra aussi le compléter tout à l'heure, mais effectivement, on a besoin de kinés sur le terrain. Alors, on a ce numerus clausus qui nous limite un petit peu, mais en tout cas, c'est une profession où vous n'avez pas de chômage, ça c'est certain. Et on attend, nous les kinés, on vous attend les jeunes pour compléter aussi nos équipes. Ce numerus clausus correspond aussi finalement au départ à la retraite. Voilà. Donc en tout cas, sachez que le jour où vous êtes diplômé, vous avez forcément du travail derrière et souvent on vient vous chercher avant le diplôme. C'est très rare qu'un kiné, une fois diplômé au mois de juillet, vous dise « Ah bah non, j'ai pas trouvé de cabinet ou d'hôpital ou de centre. » Non. En général, lors de la dernière année d'études, de par leur rencontre en stage, ils ont tous déjà un engagement professionnel. Donc, c'est plutôt rassurant. Ensuite, il y a 47 IFMK, effectivement 47 écoles de kiné en France, avec à la fois des écoles publiques, des écoles privées. Sur le parcours justement d'accès aux études, on y reviendra tout à l'heure, ce sera Monsieur Delair qui développera cette partie-là. Ensuite, d'autres chiffres aussi, toujours sur la partie études. Les études de kiné sont passées maintenant en 4 ans, depuis quelques années. Alors, vous allez vous dire, oh là là, avant c'était 3, c'était bien, maintenant on est passé à 4. En fait, c'est pas si mal, déjà parce que vous verrez que ce sont des études relativement denses, très complètes, où on va aborder l'homme sain, on va aborder toutes les pathologies du corps humain. Et donc, effectivement, passer de 3 à 4, c'est très intéressant. Et puis maintenant, dans les études, on a vraiment intégré aussi un accès à la recherche pour vraiment essayer de vous stimuler
dans cette dynamique par rapport aux pratiques qui évoluent. Et je pense que c'est vraiment bénéfique d'être passé à 4 ans, au-delà aussi après de la reconnaissance qu'on peut avoir au niveau des équivalences, des masters, etc. Ensuite, toujours un petit peu sur les chiffres, j'espère ne pas vous endormir, hein, mais après, on va parler un peu plus aussi du métier. On est 88 000 kinés, j'ai oublié un petit zéro, autant pour moi, de moins de 70 ans en exercice. Et puis, vous voyez, par contre, il y a toujours la majorité, hein, effectivement, de kinés en libéral. Hein, 80% des kinés sont en cabinet. On va reparler, on va redévelopper un petit peu après sur cette activité. Et 20% en salariat, hein, que ce soit à l'hôpital ou en centre. Ensuite, toujours dans les chiffres, j'aurais peut-être pu commencer par là. On a un diplôme d'État qui n'est pas si vieux que ça, hein, 1946, avant on parlait de gymnastique médicale. Et puis petit à petit, ça a été reconnu en diplôme d'État, donc c'est-à-dire vous avez un métier qui est reconnu par le ministère de la Santé. Et on a un ordre des kinés qui a été créé en 2004. Voilà, qui, on va dire, permet d'être un peu plus clair peut-être au niveau du cadre juridique. Et puis cet ordre, là, notamment avec les événements, va nous transmettre davantage d'informations sur la conduite à tenir. Cet ordre, il vous permet aussi, justement, quand vous êtes kiné, que vous avez des contrats à faire, que ce soit pour des remplaçants, pour des titulaires, il faut du coup, effectivement, envoyer ces contrats. Voilà, donc l'ordre, en tout cas, a plutôt, on va dire, un côté un petit peu administratif, éventuellement législatif, mais aucunement n'a de regard, on va dire, sur ce qu'on doit faire ou aucune exigence, voilà, par rapport à nos choix thérapeutiques. Hein, ça, c'est important. Et puis enfin, sur les salaires, hein, souvent, c'est sûr, quand vous choisissez aussi un métier, vous pouvez être attiré, on va dire, par le côté rémunérateur. Bon, je pense qu'en tant que kiné, effectivement, vous le savez, on peut relativement bien gagner sa vie. Après, je dirais que ce n'est pas le plus important. Franchement, si vous choisissez kiné aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie justement d'être dans l'humain. Vous avez envie, je pense, de choisir un métier dans lequel vous allez vous épanouir et dans lequel vous savez qu'il y aura forcément des débouchés. Donc ça, c'est intéressant. Après, le salaire, vous voyez, je vous ai mis une fourchette. C'est toujours un peu difficile de vous donner, on va dire, une tranche comme ça bien précise. Bon, à l'hôpital, effectivement, au salariat, on gagne un petit peu moins. Mais contrairement au libéral, où voilà, je vous ai mis, on peut démarrer à 2005 minimum, mais en libéral, vous n'allez pas forcément compter vos heures. Hein, l'approche est différente. Donc, en tout cas, vous ne dites pas, oh, je vais aller forcément en libéral parce que je vais gagner plus. Et puis en salariat, non, on ne gagne rien, je ne vais pas y aller. Je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. D'autant plus que, si vous voulez que je vous développe juste mon petit parcours, j'ai connu les deux. Et j'ai surtout changé par rapport à l'approche du patient. C'est-à-dire que jeune diplômée, j'avais besoin de ce travail d'équipe, de me former par les anciens, d'être accompagnée, guidée par l'expérience des autres kinés. Et donc, j'ai fait le choix de commencer à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, donc qui est dans le 92, dans un secteur spécialisé sur la neurologie adulte. Et puis de là, j'ai déménagé. J'ai continué toujours dans la neurologie adulte au centre de rééducation de Coubert. Donc vous voyez, on est dans la Seine-et-Marne, on se rapproche un petit peu de Meaux. Et donc je suis toujours là maintenant Seine-et-Marnaise et depuis 4 ans, donc vous voyez, c'est assez récent, je suis passée en libéral pour poursuivre aussi la prise en charge de ces patients neurologiques, mais en cabinet libéral, parce que je sentais qu'il y avait vraiment une pénurie. Et puis aussi pour aborder d'autres pratiques. Hein, et c'est l'avantage qu'on a en tant que kiné, c'est de pouvoir justement faire évoluer nos pratiques et retravailler aussi quand même en équipe en cabinet libéral, puisque, et c'est vrai que je ne me suis pas présentée, puisque je travaille dans une maison de santé à Roissy-en-Brie. Hein, j'avais mis un petit logo sur la première slide, une maison de santé qui continue de se développer. Et dans cette maison de santé, il y a plusieurs professionnels. Donc nous, on est 4 kinés juste sur le cabinet kiné, mais on partage l'espace et les locaux avec une podologue, une ostéopathe, des médecins généralistes, des infirmières. Et on retrouve quand même dans une maison de santé justement ce travail d'équipe avec des réflexions sur des protocoles. Donc en libéral, si vous aimez le travail d'équipe, ça peut être vraiment intéressant justement de s'intégrer dans ces structures pluriprofessionnelles qui vont être amenées encore à se développer. Non, il ne faut pas non plus, je reste 10 minutes sur la première slide. Hein. Allez, slide suivante. J'espère que vous arrivez toujours à suivre.
Alors concrètement, le métier de kiné. Donc masseur kinésithérapeute, hein, kinésis, ça vient du mouvement. Donc c'est vrai que la kinésithérapie, on est sur la thérapie du mouvement. On va être sur des symptômes cliniques, sur de l'observation du geste, hein, chez le patient. Et à partir de cette observation du geste, on va rééduquer ce geste. Donc, c'est vraiment la thérapie par le mouvement. Vous allez accompagner le patient à retrouver une mobilité, donc sans douleur, retrouver confiance dans son articulation, dans ses sensations. Et donc, effectivement, ça passe forcément par le mouvement. Alors, en tant que kiné, vous l'apprendrez pendant vos études, il y a ce qu'on appelle le mouvement qui va être vraiment aidé, accompagné, où la personne est relâchée. Hein, on va porter votre bras, on va porter votre jambe, et là, c'est déjà de la rééducation. Hein, et ensuite, petit à petit, vous allez contracter les muscles, et dans la contraction du muscle, on est plus sur un mouvement actif. Donc, je vais parler après tout à l'heure de toutes les thérapies qu'on peut utiliser. Mais voilà, globalement, vous êtes sur le corps. On va aussi quand même intégrer l'esprit, on va en parler tout à l'heure, puisque si vous avez déjà eu l'occasion d'aller chez le kiné, ok, vous faites votre séance, votre éducation, mais on parle, on passe du temps hein, avec son kiné, on échange, et donc parfois vous avez besoin justement d'être rassuré, vous avez des questions. Si vous avez une opération du genou, Blandine, est-ce que je peux reprendre le sport? Dans combien de temps? Faut que je reprenne le travail? Comment je peux faire? Voilà, donc il se passe plein de choses et vous êtes aussi là pour écouter les questionnements et les interrogations de votre patient, au-delà de l'aspect, on va dire, purement corporel. Et puis, on est masseur kinésithérapeute, donc effectivement, on masse, hein, même si voilà, souvent on dit oh, les kinés, ils massent pas beaucoup. Si, on masse quand même un petit peu, c'est important. Donc, masser, et pendant vos études, hein, vous verrez justement toutes ces techniques de massage pour prendre conscience aussi de la région. C'est le premier contact hein, avec le patient, nous, on est vraiment dans le toucher. C'est vrai qu'avec ce confinement, fort heureusement pour l'instant, les cabinets restent ouverts. Hein, mais on a été un peu frustrés l'année dernière voilà, de ne plus être dans ce toucher thérapeutique, dans ce massage et ce contact avec l'autre. Il faut vraiment qu'on le garde, c'est très important. On masse, on essaie effectivement de soulager et effectivement on rééduque. Hein, parce que le masseur kinésithérapeute, il s'intègre dans une équipe de rééducateurs et dans cette équipe de rééducateurs, vous devez connaître, il y a d'autres métiers comme l'ergothérapeute, la psychomotricienne. Et donc, on va partager aussi, hein, j'aborde un petit peu d'autres notions, où on n'est pas tout seul autour du patient. Hein. Mais nous, notre spécificité, c'est d'être vraiment là sur, c'est ce que je vous ai mis, aider la personne à retrouver ses capacités motrices. On pourrait même aller plus loin, hein, capacités aussi sensitives, pour améliorer son quotidien et favoriser son autonomie. Parce qu'effectivement, quelle que soit, on va dire, la pathologie, on peut rester très large. Le but, c'est que la personne, elle quitte le centre, elle quitte le cabinet en essayant de retrouver au maximum ses capacités antérieures, hein, avant le traumatisme, quel qu'il soit. Bon, j'espère que c'est clair. Ensuite, slide suivante. Alors voilà, on va un peu plus dans le vif du sujet. Donc, que fait exactement le masseur kinésithérapeute ? Donc, je vous ai mis effectivement le premier terme, hein, et là, je vous parlais des rééducateurs. On est dans la rééducation. Donc, la rééducation, c'est retrouver la mobilité, hein, donc c'est-à-dire la souplesse d'une articulation. Je plie, je tends mon coude, retrouver la force musculaire, hein, être capable de refaire un bras de fer aussi puissant qu'avant la fracture du coude. Retrouver des capacités d'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose voilà, de très large. Et puis, quel que soit le traumatisme, et je dirais même là, avec le vieillissement de la population, l'équilibre, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer de plus en plus. Et les kinés, avec notamment aussi les psychomotriciens, on est vraiment dans ce travail de la récupération de l'équilibre, récupérer la marche. Alors, j'ai mis déplacement parce que quelqu'un qui va être en fauteuil, c'est aussi l'accompagner à pouvoir être autonome dans ses déplacements en fauteuil, à être plus endurant, par exemple, dans ses bras. Et donc, ça, c'est notre rôle le plus important, tout cet aspect vraiment rééducation. Ensuite, j'aime bien scinder ce terme. On est rééducateur, mais on est aussi rééducateur.
Et dans cette notion de rééducation, il y a l'éducation où de plus en plus, on est là aussi pour accompagner la personne à devenir acteur de sa santé. Et on le voit, plus on se prend en charge, plus on a des outils pour se prendre en charge et meilleure est la récupération pour tout. Donc c'est vrai qu'on va être aussi là en tant que kiné pour donner des petits outils aux patients. Et souvent, moi, ce que je fais, et là, c'est ce que j'enseigne aussi d'ailleurs à une de mes stagiaires qui est là en ce moment, elle est en 3e année au cabinet, et je lui dis, mais Léa, même si c'est la première séance avec un patient, tu vas faire ton bilan, mais tu vas essayer de lui donner un petit outil. Il sort de ta première séance, ton premier contact, il faut qu'il ait un petit quelque chose à peut-être refaire chez lui. Ça peut être un étirement, ça peut être juste penser à glacer la région si elle est douloureuse. Ça peut être penser à soulager votre bras pendant la journée. Juste un petit élément qui fait que déjà, il va se prendre en charge et vous, ça va vous aider pour la suite. Et plus effectivement le patient a ces outils-là, plus il a compris pourquoi il vient vous voir et pourquoi un jour, il n'aura plus besoin de vous. Parce qu'on les adore, nos patients, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est que effectivement, il y ait aussi ce sevrage et que la personne se prenne en charge. Et une fois que la personne se prend en charge complètement, là, c'est gagné pour vous. C'est que vous avez donné suffisamment aussi d'outils pour que, quelque part, la maladie soit freinée au fur et à mesure, pour que peut-être ce sportif de haut niveau qui avait eu un traumatisme grave au genou, vous soyez dans la prévention et qu'il ne revienne pas vous voir un mois après la reprise du foot en vous disant « Mais Blandine, j'ai mal au genou, là, je ne comprends pas. » Oui, mais tu as oublié de refaire les étirements, tu as oublié l'hydratation et l'échauffement, vous voyez ? Donc, c'est ça l'éducation. Ensuite, sur le 3e point de cette diapo, je vous ai mis des petits mots-clés aussi de réadaptation et de réinsertion des patients. Alors ça, c'est vrai que c'est plutôt un petit peu toujours mon domaine sur la neurologie où effectivement, quelqu'un qui a eu peut-être un traumatisme lourd, mais même sans traumatisme, à partir du moment où vous avez été, on va dire, en arrêt de travail suite justement à une immobilisation de la jambe, du bras, enfin bref, vous avez une rupture dans la vie professionnelle et il va falloir essayer de trouver des outils, des adaptations pour vous accompagner dans cette reprise. Et donc, dans cette réadaptation et cette réinsertion, c'est là où vous voyez souvent les patients davantage en libéral. Vous êtes là pour aussi leur donner des outils, les accompagner pour reprendre dans des conditions optimales leur travail, leur passion. J'ai une patiente, par exemple, hémiplégique. Elle est maintenant, on est à 5 ans de son accident vasculaire cérébral. Elle a super bien récupéré sur son bras. Et là, on continue aussi de travailler sur le quotidien, et notamment sur une de ses passions qui est la couture. Et donc, c'est aussi retravailler les prises fines. Alors oui, elle a récupéré son bras, mais elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir recoudre comme avant. Et elle a le potentiel. Donc, autant aller jusqu'au bout par rapport au projet et par rapport à l'objectif de cette patiente. Voilà. Et puis enfin, vous voyez, je l'ai abordé avec le sportif, cet aspect prévention. Dans la prévention, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Trop souvent, on dit aux patients bon oui, vous allez voir le kiné, mais après ça c'est, on va dire, le regard qu'on a nous dans notre culture. On s'occupe de soi une fois qu'on a mal. Et donc vous allez voir le kiné parce que maintenant là vous avez mal au dos, donc oui, il faut aller voir le kiné. Ok, mais alors là, j'ai le patient effectivement qui a mal au dos. On va effectivement faire nos séances pour le soulager, mais surtout, je vais lui donner des outils pour que ça ne revienne pas. Et c'est ça la prévention. C'est-à-dire que votre patient lombalgique, une fois qu'il est passé entre vos mains, que vous lui avez donné tous les outils pour qu'il puisse justement ne plus être dans une récidive, pour pas que son mal de dos revienne, eh bien, vous êtes clairement dans un aspect préventif. Voilà pour un petit peu tous les aspects, c'est très diversifié. Vous voyez, on est passé de la rééducation, de l'éducation, réadaptation, réinsertion à la prévention. Et la prévention, j'insiste, c'est à tous les âges de la vie. Ensuite, slide suivante. Donc voilà, un peu plus concrètement, même si je vous ai déjà cité quelques pathologies, alors je ne veux pas non plus trop rentrer dans les détails, mais la kinésithérapie, effectivement, on est dans une rééducation motrice et fonctionnelle. Et vous voyez, c'est très large. Sur la gauche, vous voyez, on va être sur des aspects traumato, avec des patients qui ont eu des fractures, des entorses, des luxations, de la rhumatologie avec les douleurs arthrosiques, des raideurs articulaires.
la lombalgie, la scoliose. En tant que kiné, vous allez être aussi sur tout le travail respiratoire. Alors, quand on dit respiratoire, effectivement, ça peut être l'asthme, ça peut être la bronchiolite chez les tout petits. Les patients aussi présentant des mucoviscidoses, il faut les accompagner aussi. Et là, on va être dans une éducation thérapeutique par rapport à la prise en charge respiratoire, donc pédiatrique. Alors, dans la pédiatrie, on aborde tous les domaines. Les affections circulatoires, la rééducation cardiaque, et puis tout le domaine aussi de la neurologie, et enfin tout le domaine du sport. Alors vous allez vous dire, waouh, il y a plein de choses, effectivement, c'est super, trop bien. Oui, c'est top. Et après, vous verrez pendant vos études, ce sont justement vos stages et vos rencontres qui vont peut-être affiner petit à petit votre regard et vos choix professionnels. Peut-être que vous avez aujourd'hui une idée du métier, vous dites, bah voilà, moi je me sens plutôt à l'aise avec des sportifs, moi-même je suis sportif, donc je me vois vraiment kiné du sport. Bah, peut-être que effectivement vous irez jusqu'au bout, mais entre-temps, vous allez peut-être faire des rencontres et finalement, bah, la pédiatrie, pourquoi pas. J'aime beaucoup les enfants. J'ai fait un stage dans lequel j'étais pleinement épanouie et j'ai appris plein de choses sur la pédiatrie et j'ai envie de l'exploiter. Donc voilà. Mais en gros, avec ces petites bulles, vous avez une petite idée de tout ce qu'on peut aborder dans notre métier. Et c'est aussi le reflet des éléments que vous verrez pendant vos études, de tous les petits champs disciplinaires que vous allez voir pendant vos 4 ans d'études. Slide suivante. Voilà, alors je me répète un petit peu. Vous voyez, on est effectivement en tant que kiné, on va être à la fois, on essaye de guérir nos patients, c'est le but, c'est ce qu'on appelle le curatif. On va être aussi dans l'accompagnement, le palliatif, l'accompagnement au long terme, comme des pathologies effectivement dégénératives, où vous allez être là pour accompagner, pour freiner l'évolution, pour que le patient soit bien jusqu'au bout, avec le moins de limitations articulaires, le moins de douleurs, et puis l'aspect préventif, je vous en ai parlé. Slide suivante. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un métier passionnant. Je pense que je pourrais parler des heures, moi, sur ce métier. Et puis, et interroger aussi les patients qui sont justement, on va dire, justement bien accompagnés et qui souvent le verbalisent auprès des stagiaires. Ça, c'est un beau retour. Donc, je vous ai mis la massokinésithérapie, de multiples pathologies, une diversité thérapeutique à tous les âges de la vie. Et vous avez effectivement de nombreux secteurs d'activité. Je l'aborderai peut-être tout à l'heure, mais j'ai peur d'oublier, donc je vous en parle maintenant. Effectivement, on a parlé du libéral, de l'hôpital. Vous avez effectivement un même patient, vous allez le voir sous différentes facettes, que vous l'ayez vu par exemple à l'hôpital en post-opératoire, ou ensuite quand vous le voyez en centre de rééducation, dans la récupération, la mobilité du genou, de la force, et puis en libéral, et bien là vous allez poursuivre les derniers éléments pour la récupération, pour que justement il puisse remarcher comme avant et même peut-être mieux qu'avant. Donc voilà, c'est intéressant aussi, d'où mon choix très personnel d'avoir commencé aussi par l'hôpital, non seulement comme je vous le disais par cette richesse du travail d'équipe, mais aussi d'avoir connu ce parcours du patient. Comment ça se passe à l'hôpital, quelles ont été les difficultés, comment on a pu soigner les patients à l'hôpital et du coup, comment on en arrive là, comment quand le patient, vous l'avez ensuite en libéral, vous savez les étapes par lesquelles il est passé. Donc, c'est intéressant. Slide suivante. Donc voilà, je vous ai listé quelques exemples concrets. Donc j'ai commencé par effectivement la neurologie. Chez le patient hémiplégique, nous en tant que kiné, on va guider le patient, apprendre à bouger, peut-être différemment, effectivement avec la paralysie d'un hémicorps, mais c'est pas parce qu'on est paralysé qu'on ne peut plus bouger. Donc c'est vraiment aussi redonner confiance, restimuler toutes les capacités du patient, tout son potentiel. Chez les patients, alors ce qu'on appelle para et tétraplégie, c'est une paralysie soit des deux jambes, soit des deux jambes et on va dire du dos ici, des abdominaux, donc quelqu'un qui ne sent plus au niveau du ventre, qui ne sent plus ses jambes, il va être effectivement en fauteuil, mais pour autant, il peut reprendre goût effectivement à la vie, il peut faire plein de choses, il pourra quand même faire du parapente, il pourra quand même aller à la piscine, c'est juste différent et l'idée c'est aussi voilà, accompagner le patient pour réapprivoiser son corps,
et on va réathlétiser tout le potentiel des bras qui vont justement lui permettre de garder l'autonomie. Et puis après, vous voyez, je vous embête, on est parti sur des pathologies un petit peu plus complexes. Et là, des pathologies plus légères, on va dire, avec une simple tendinite. Une simple tendinite même du coude, on le voit en ce moment, c'est la pathologie du télétravail. J'ai beaucoup d'appels pour des épicondylites ici. Donc, vous avez 2 petits os qui ressortent. Et puis, on a des petits muscles qui s'insèrent sur ces os. Et c'est la tendinite de la souris. Et donc, c'est très invalidant au quotidien, surtout avec ce télétravail pour de nombreux patients. Donc, on va être là aussi pour accompagner le patient, pour le soulager, pour apprendre des étirements, essayer de lutter contre la douleur. Chez la jeune maman qui vient d'accoucher, c'est renforcer les muscles de la sangle abdominale, renforcer le périnée, par exemple. Ensuite, slide suivante. Chez le patient, je vous l'ai déjà dit, qui a mal au dos, le patient lombalgique, c'est prendre conscience aussi des bonnes, des mauvaises postures, se réadapter à l'effort parce qu'on se redéconditionne très très vite quand on ne bouge plus comme avant. On a aussi des douleurs qui peuvent apparaître. Le patient qui a eu une chirurgie cardiaque, nous en tant que kiné, on aura aussi notre rôle chez ce patient-là. Le patient qui a été opéré, je vous ai pris un exemple, vous voyez, de la prothèse du genou. Donc, je vous en ai déjà parlé. Et chez la personne âgée, on a un rôle aussi très important pour la prévention des chutes, prévenir aussi ce déconditionnement chez la personne âgée, d'autant plus en ce moment où effectivement ils ne sortent plus et le fait de ne plus bouger, le patient, la personne âgée repère ses repères. Elle perd ses repères de verticalité, donc après l'équilibre est plus difficile. Donc si l'équilibre est plus difficile, la marche est plus difficile. Donc vous avez aussi un rôle très important chez cette population, les personnes âgées, et c'est pas juste je fais marcher le patient. Il y a moyen de bien s'amuser avec des personnes âgées, de jouer au ballon pour l'équilibre, de faire des petits relais avec des parcours de marche, et à vous après de développer votre imagination. Mais même chez la personne âgée, il y a des éléments très intéressants à développer. Slide suivante. Alors, on va être un peu plus précis sur la main du kiné. Votre main, elle est précieuse. Donc, même si là, vous êtes étudiant ou orienteur, en tout cas, dites bien à ceux et celles qui veulent être kinés de bien prendre soin de leurs mains. C'est notre outil essentiel. Souvent, on dit effectivement, quand on est kiné, on a juste besoin d'un petit espace, d'une table et de nos mains. C'est essentiel. Alors, on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir peut-être aussi un peu plus d'outils. Ça peut nous aider. Mais la main du kiné est essentielle. C'est pour ça aussi que même pendant les études, dès la première année, on sensibilise les patients, les étudiants, pardon, à se toucher par rapport justement aux patients, à ce ressenti. Quand vous posez les mains sur l'avant-bras, qu'est-ce que vous ressentez sous l'avant-bras? Comment est le muscle? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est mou? Est-ce que je suis sur de l'os, pas de l'os? Et c'est avec l'expérience après que vous allez justement développer, affiner cette main, mais c'est une main aussi, vous voyez, d'écoute. Je ne l'ai pas forcément mis là sur la diapo, mais cette main d'écoute, elle va être aussi une main donc antalgique pour soulager les douleurs, pour lever les contractures, réduire peut-être le stress, mais elle va prendre conscience aussi de la région. Quand vous commencez un massage, par exemple au niveau lombaire, déjà, vous allez essayer de soulager le patient, de le détendre parce qu'il va être très contracté tellement il a mal. Donc ça, c'est la première approche. Et puis vous, ensuite, vous allez essayer d'aller rechercher s'il y a des zones plus contractées. Et ça, dès la première année, et après, dès vos premiers stages, vous développez cette sensation aussi de prise de conscience sous vos mains. On n'est pas que avec la vue. C'est intéressant d'aller aussi, d'être dans ce ressenti. Ensuite, vous allez mobiliser avec vos mains. On mobilise les articulations, c'est-à-dire que vous allez porter l'articulation, aller vers la flexion, l'extension, vous guidez le mouvement. Alors, quand je dis guider le mouvement, par exemple, il y a des patients, j'ai un patient en ce moment où on va travailler au niveau du bras, et puis quand il tend son bras, ça fait des petites embardées, ça fait, on va dire, comme un petit serpent. Et donc, pour le guider, juste de mettre une résistance au bout de sa main, ça va l'aider à aller travailler justement dans l'allongement
de son bras. Donc cette main, elle va être aussi guidante. Guidante par rapport aussi à une résistance, hein, c'est ce que je vous ai mis à la fin. La résistance pour être dans le renforcement musculaire, mais ça peut être juste guidé dans la direction du mouvement souhaité. Donc on a quand même plusieurs rôles avec cette main et c'est pas juste du massage, c'est aussi de la mobilisation, c'est aussi du guidage, de la résistance et surtout rassurer les patients. Ça c'est important. Slide suivante. Et puis on a plein de techniques. Alors bon, on n'avait pas assez de temps pour que je vous développe tout ça. Mais il y a beaucoup de techniques en kinésithérapie. Donc le massage, évidemment, les mobilisations, je viens de vous en parler. La gymnastique médicale, hein, d'ailleurs c'était le corps de notre métier au départ, hein, c'était vraiment sur de la gymnastique corporelle, donc les étirements, le renforcement musculaire. Et puis après, vous allez avoir des termes, voilà, peut-être qui vous parlent pas trop encore aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle la physiothérapie. Donc dans la physiothérapie, on va mettre par exemple des bains écossais, hein, faire des bains d'eau chaude, des bains d'eau froide pour soulager une inflammation. Dans la physiothérapie, vous pouvez mettre des cataplasmes à l'argile. Voilà, il y a plein d'éléments qu'on peut mettre dans la physiothérapie, de l'électrostimulation qui est possible pour soulager parfois certaines douleurs. Et puis la balnéothérapie est intéressante. Hein, ça, voilà, si vous avez la chance en stage de pouvoir justement aussi voir la rééducation dans l'eau. Alors c'est pas une piscine, hein, la balnéothérapie, c'est une eau très chaude pour justement libérer l'articulation et permettre aux patients de ne plus être dans les contraintes du poids de corps, de la pesanteur. Et souvent, dans l'eau, on fait beaucoup plus de choses et sans douleur qu'à sec. Donc, c'est aussi intéressant. Et puis, voilà, il y a plein de matériel. Hein, je vous ai mis, hein, moi, j'adore travailler avec les ballons, les gros ballons. Vous voyez, là, je vous ai mis une photo avec ce qu'on appelle un TRX. Hein, voilà, personne en planche, les jambes suspendues. Voilà, il faut juste développer son imagination et toujours avoir en tête quel est mon objectif avec le patient, qu'est-ce que je veux apporter, est-ce qu'aujourd'hui on est sur du renforcement, est-ce qu'on est sur, à l'inverse, plutôt de la détente, hein, ça dépend. Slide suivante. Et la kiné, c'est aussi, effectivement, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, vous êtes aussi une oreille. Hein, on travaille effectivement avec nos mains, mais comme je vous disais, le kiné, c'est pas 5 minutes. Hein, il se passe au moins, vous restez en moyenne entre 20 et 30 minutes minimum pour la séance. Et donc, il se passe plein de choses. Vous allez expliquer la pathologie éventuellement du patient, vous expliquez le déroulement de la séance, l'enchaînement des séances, pourquoi on fait un exercice. Hein, c'est important. Et puis, vous allez rassurer. Souvent, on se pose beaucoup de questions, c'est normal. Vous avez eu un traumatisme, vous ne savez pas si vous pouvez appuyer dans la jambe, pas appuyer. Est-ce que vous allez aggraver finalement vos douleurs si vous appuyez dans la jambe? Donc, vous êtes là aussi pour guider le patient par rapport à ça, par rapport à ces interrogations. Et puis, vous êtes là aussi pour stimuler le patient, pour bien sûr obtenir sa participation, favoriser sa motivation. Encore une fois, on retrouve le côté acteur, hein, du patient, nous, kinés, on est acteurs, mais le patient aussi, c'est un binôme. Et j'aurais même pu rajouter ça effectivement sur cette diapo, c'est un binôme dans les deux sens, c'est-à-dire que vous apportez au patient, mais le patient, il vous renvoie aussi beaucoup d'éléments et c'est ça qui va vous permettre de faire progresser le patient, de l'améliorer dans sa récupération. Et c'est ce que je vous ai mis, ça c'est un mot-clé qu'on essaye aussi d'amener aux étudiants très très tôt, c'est cette notion de projet de soins. Hein, vous n'êtes pas là juste pendant les 20 minutes pour s'occuper du coude. Non, il y a un vrai projet de soins, c'est pas que la tendinite, c'est que le patient il puisse reprendre son travail le plus tôt possible, qu'il soit le moins gêné possible. Slide suivante. Et je crois qu'après, on pourra peut-être aborder les questions, parce que je ne sais plus si après, sur ma partie, c'est fini ou pas. Donc, vous voyez, le patient, il est au centre de la rééducation. Hein. Sur cette slide, on vous voit bien, et je pense que vous comprenez bien qu'on travaille en équipe, mais ce n'est pas le kiné qui est au centre. Hein. Vous allez vers le patient vient vers vous, et vous le prenez en charge avec tout son contexte. Voilà, familial, personnel, professionnel, pour justement essayer de l'accompagner au mieux et qu'il retrouve son autonomie le plus tôt possible. Slide suivante. Eh bien, parfait. On fait peut-être juste une petite pause question si jamais il y avait des petites questions par rapport déjà à ce que je viens de dire sur le métier, sur les aspects concrets du métier. Tout ce qui va toucher aux études, on va l'aborder après.
A priori, il n'y a pas de questions pour l'instant. Bon, parce que c'était très clair peut-être, mais on va continuer et pour les participants, n'hésitez pas à nous mettre les questions sur la zone de questions. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis très bavarde, hein, mais on ne va pas non plus rester jusqu'à 19h, vous inquiétez pas. Mais c'est avec plaisir, hein, si vraiment je peux essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure. Alors, on était vraiment là sur l'abord du kiné en hôpital, en centre ou en cabinet libéral. On va voir qu'il y a aussi des perspectives d'évolution différentes et qu'on peut concilier, on va dire, plusieurs casquettes. Et ça peut être aussi intéressant. Alors, dans votre parcours professionnel, une fois que vous avez votre diplôme en poche, vous allez vous dire « Waouh, trop bien, j'ai un diplôme, ça y est, je suis kiné. Je l'attendais depuis au moins 4 ans, 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans. Et donc, ça y est, je suis diplômée. Ouf, hein, le plus dur, c'est rentrer, on va dire, dans l'école. Après, il faut quand même travailler régulièrement. Mais ensuite, en fait, c'est le début de votre vie de kiné parce que vous allez avoir plein de choses en tête et ça va être essentiel de se reformer sur certains éléments. Hein, tout à l'heure, on abordait la pédiatrie, on abordait par exemple la personne âgée, la rééducation du périnée et c'est quelque chose que vous allez voir pendant vos études mais parfois pas forcément de façon approfondie. Donc si demain vous dites moi j'ai vraiment envie de travailler qu'avec des enfants, je vous invite à aller faire des formations. Et ça, en tant que kiné, que ce soit salarié ou libéral, vous avez tout le temps accès à cette formation continue. C'est juste à vous, effectivement, de faire cette démarche. Hein, mais il y a plein de diplômes universitaires. Si vous voulez reprendre des études d'ostéopathie, les passerelles existent toujours. Voilà, en tout cas, le métier ne s'arrête pas, ou votre diplôme ne s'arrête pas une fois que vous êtes diplômé, après les 4 ans ou 5 ans d'études, puisqu'il y a aussi la première année de médecine. Mais au contraire, ça continue et c'est ça qui est intéressant. Vous êtes toujours nourri par des pratiques qui évoluent, mais à vous aussi d'être curieux et d'aller chercher, on va dire, ce qui vous intéresse le plus en fait. Hein, et ce qui vous intéresse le plus, ça peut aussi varier au cours de votre vie. Et donc, vous n'êtes pas figé dans un cadre fermé à faire que de l'enfant pendant 30 ou 40 ans. Non, au contraire. Et puis, effectivement, une deuxième casquette après que vous pouvez avoir, c'est pourquoi pas, si ça vous intéresse, de pouvoir transmettre votre passion et de former les jeunes, c'est important, à notre métier. Je suis tombée dessus vraiment par hasard ou dedans, je ne sais pas comment on dit, mais je me souviens toujours, c'était une cadre au top quand je travaillais à Garches, on accueillait beaucoup de stagiaires. Et puis elle me dit, mais Blandine, je te trouve à l'aise avec les étudiants. Est-ce qu'un jour, au-delà d'encadrer les étudiants à l'hôpital, tu te sens de venir sur un TP et puis on voit comment ça se passe, hein, des travaux pratiques à l'école sur la neurologie en l'occurrence. Je lui dis oui, pourquoi pas. Gros stress au départ, hein, on se met une pression, oh là là, mais je sais pas. Et puis j'étais jeune diplômée, hein, j'étais peut-être à même pas 2 ans de mon diplôme. Je me dis mais non, moi je ne sais rien encore, j'ai tout à apprendre. Et voilà, et j'ai commencé comme ça, et ça m'a plu. Et donc depuis, vous voyez, je suis toujours dedans. J'ai commencé en 2008, hein, l'enseignement par des TP, et puis maintenant je donne des cours magistraux. Et puis maintenant, effectivement, j'ai intégré l'école de mots. Donc, c'est un vrai plaisir. Mais après, c'est un choix très personnel. Personne ne viendra vous dire « Ah oui, il faut absolument que tu donnes des cours. » Non. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant. Pour vous, vous verrez en tant que kiné, quand vous allez après dans les écoles, vous allez forcément vous remettre en question aussi sur vos pratiques. Hein. Du coup, vous ne serez pas dans une routine à toujours faire la même chose. Au contraire, vous vous posez des questions. Quand vous avez les étudiants face à vous avec un patient, il va vous poser des questions. Et parfois, je dis même aux étudiants, c'est rigolo, là, j'ai pas la réponse. Il va falloir qu'on aille chercher parce qu'on ne sait pas tout. Et vous apprenez aussi des étudiants. Donc, moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir justement échanger aussi avec les stagiaires et d'aller dans les écoles. Donc, c'est un choix et c'est une possibilité que vous pouvez aussi choisir en parallèle. Donc, moi, ça reste très ponctuel pour ma part, mais vous pouvez concilier effectivement les deux. Ensuite, vous pouvez aussi vous orienter vers la recherche. Alors là, on va dire, je
je pourrais pas trop développer sur cette partie-là, hein, mais je sais qu'effectivement sur les nouvelles données, il y a des formations effectivement où en tant que kiné, vous aurez accès à des doctorats, à des masters en sciences de l'éducation. Peut-être Martial, tu pourras développer sur cette partie juste après. Et puis l'évolution de carrière, effectivement, si vous êtes en salariat et que vous avez envie de passer cadre de santé, vous pouvez. Hein, il faut juste repasser effectivement par l'école des cadres et avoir un certain nombre d'années d'expérience. Puis cadre santé, cadre supérieur et pourquoi pas directeur, un directeur de soins. Et en libéral, vous allez avoir différents statuts. En général, quand vous êtes jeune diplômé, c'est rare de quand même ouvrir tout de suite son cabinet libéral. Vous allez commencer en tant que remplaçant, puis peut-être en tant qu'assistant. Et dans ce statut d'assistant, collaborateur ou remplaçant, vous bénéficiez de la structure du cabinet, vous avez vos propres patients, mais en contrepartie, vous versez une partie de vos honoraires au titulaire du cabinet. Le titulaire du cabinet, lui, hein, c'est ce qu'on appelle aussi les associés. Ce titulaire du cabinet, par contre, lui, il n'a pas d'honoraires à vous verser, mais il doit s'occuper de l'achat du matériel, de payer le loyer du local. Voilà. Donc après, c'est des statuts qui sont différents, mais effectivement, quand vous êtes jeune diplômé, je pense que c'est intéressant aussi de commencer en tant que remplaçant. Vous voyez différents cabinets en tant qu'assistant, ou alors de commencer effectivement à l'hôpital. Et en libéral, vous pouvez aussi travailler en maison de retraite, souvent c'est des temps partiels, ou aussi faire des domiciles. Hein, pour ma part, effectivement, j'ai une petite partie de mon activité où je vais aussi en domicile. Et c'est intéressant aussi d'avoir un même patient que vous voyez une fois au cabinet et une fois à domicile dans son milieu de vie pour l'accompagner au mieux, justement, dans son espace. Voilà pour le parcours. Et là, oui, voilà, j'ai mis quelques slides sur... vous avez forcément une idée hein, du kiné en libéral et je vous ai mis en libéral, c'est le plaisir effectivement d'accompagner le patient dans ses premiers pas. Donc voilà, il y a beaucoup de matériel effectivement. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'approche du patient est différente. Hein, donc ne soyez pas voilà, figé et fermé. Le patient, là, ou la jeune, vous voyez avec le Swiss Ball, peut-être c'est pour la rééducation de son genou, elle est peut-être avant passée par l'hôpital ou le centre où il y avait tout ce travail sur la cicatrice, par exemple, que parfois en libéral, vous aurez moins. Hein, mais bon, cela dit, les délais d'hospitalisation sont raccourcis, donc vous avez de plus en plus tôt aussi des patients qui sortent de chirurgie. Ensuite, slide suivante. Il faut que je te laisse la parole, Martial. Hein. Je vois le temps effectivement qui passe. Je suis trop bavarde. Donc, vous pouvez mixer, comme je vous disais, une activité libérale, une activité domicile. Ce qui est intéressant en libéral, c'est que vous êtes libre de décider de votre agenda. Hein. C'est vous le maître de votre emploi du temps. Si vous voulez travailler de 8h à 22h, faites-le. Par contre, vous n'aurez plus de vie personnelle, hein, c'est quand même bien dommage. Si par contre, vous voulez, voilà, tous les lundis, ne travailler que de 8h à midi, puis faire vos domiciles de 14h à 16h, et à 16h, peut-être le lundi, faire une pause et reprendre, je dis n'importe quoi, hein, à 20h. En tout cas, vous êtes libre. Après, c'est vrai, quand vous êtes dans des cabinets de groupe, faut juste s'harmoniser avec les collègues pour l'espace. Mais en salariat, par contre, on va effectivement vous imposer vos horaires. Hein, mais c'est complètement différent. Donc voilà, c'est juste des choix, je pense, à faire. Donc vous voyez, kiné enseignant, le plaisir de transmettre. Comme aujourd'hui, hein, ce moment que je partage avec vous, même si c'est à distance, c'est un plaisir de pouvoir parler du métier, essayer de vous donner goût. Et puis voilà, centre de rééducation, vous allez aussi travailler en équipe, hein, je l'ai déjà abordé. Donc ça, c'est intéressant et ça peut être aussi rassurant au départ quand vous commencez, de s'appuyer sur l'expérience des autres collègues. Et ensuite, slide suivante. Eh bien voilà, j'ai fini de parler. Je vais laisser la parole à Martial. Oh, j'ai été longue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ma présentation ? Alors non, il n'y a pas de question. Et la première question qui apparaît, c'est sur le numerus clausus. Le numerus clausus est stable sur les dernières années, où évolue-t-il? Et quelles sont les perspectives dans l'avenir? Donc ça, je pense que c'est Martial qui va l'aborder.
Ouais, tout à fait. Du coup, Martial, je te Je prends laisse le la relais. parole. Je prends le relais. Merci Blandine pour toutes ces explications très claires et riches. Moi, je vais ajouter un élément. Simplement, il faut savoir que plus de 90% de la population française aura recours à un kinésithérapeute une fois dans sa vie. Voilà, donc on a tous son kiné. Voilà, comme on a son médecin, son infirmière, eh bien on a aussi son kinésithérapeute. Voilà, donc ça c'était un élément que je voulais rajouter. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu du parcours du combattant. Tu peux changer de slide, s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc on a, pour exercer le métier de masseur kinésithérapeute, il faut avoir un diplôme d'État, voilà, qui donne qui est à peu près l'équivalent d'un niveau master. Je vais pas aller plus loin que ça dans la diapositive. Vas-y, continue. Slide suivante, si tu veux. Voilà, donc vous avez une année de sélection, voilà, en université, et vous avez 4 ans à l'IFMK pour vous préparer. Donc, on a mis des diapositives, mais je vais essayer de vous expliquer le parcours du combattant à ma façon. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1989, hein, on a un gros recrutement d'étudiants qui avant s'étaient engagés vers des études de médecine ou des études de STAPS. Voilà, ça c'est la grosse tendance. Et en fait, on avait un recrutement en tuyau d'orgue, c'est-à-dire qu'en fait, si vous vouliez faire kiné, il fallait faire un concours, etc. Et souvent, il y avait, je dirais, deux réservoirs qui étaient le réservoir d'étudiants en médecine et le réservoir des étudiants en STAPS. Donc, on a, avec la réforme qui est passée en 2015, en fait, permis d'élargir le recrutement. C'était l'objectif de cette réforme, c'est d'élargir le recrutement, parce que dans nos IFMK, depuis très longtemps, en fait, on a des parcours atypiques, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études de lettres et qui, un jour, se sont dit, finalement, c'est kiné que je veux faire. Voilà, c'est kiné que je veux être. Et en fait, aujourd'hui, ce choix, il faut l'affirmer, c'est-à-dire que on n'a pas chez nos étudiants d'étudiants qui se sont dit l'année dernière, tiens, l'année prochaine, je vais faire kiné. Ça vient de très loin, ça vient de leur adolescence ou d'une expérience vécue dans leur enfance. Et depuis très longtemps, ce projet mûrit, voilà. Et en fait, il décide un jour de passer le pas et de s'orienter. Donc, quand vous arrivez à Parcoursup, c'est un petit peu compliqué. Je le reconnais, c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, vous avez, tu peux passer la diapositive si tu veux, vous avez, soit vous intégrez un IFMK par un parcours licence accès santé, ou vous accédez aux études de kiné par un parcours PASS, parcours accès santé spécifique. Voilà. Donc, dans la LAS, on va retrouver les STAPS, les bio, le droit, les lettres, etc. Donc, tous les étudiants qui font une licence, etc. Avec, je vous dis, principalement des étudiants qui seront inscrits en STAPS. Et puis, dans le parcours PASS, en fait, on va retrouver l'ancienne PASSES. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça, je vais passer, Franck, là-dessus. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la question à vous poser, c'est, je dirais, si j'étais à votre place, je dirais, quelle est la matière qui va me permettre d'avoir mon baccalauréat? Si je suis bon en bio, eh ben, il faut s'orienter vers la bio. Si je suis bon en maths, je vais réfléchir pour faire PASSES. Voilà, parce que pour faire PASSES, pour faire PASS, pardon, hein, il faut être bon en logique, il faut avoir une matière forte. Mais en fait, il faut choisir les matières où vous êtes le plus fort. Voilà. Donc, si vous avez un parcours et vous choisissez, par exemple, de faire du droit, eh bien, vous allez avoir une option qui va vous permettre de candidater à l'intérieur de votre université pour avoir un complément de formation en santé. Voilà. Donc, ça se décidera à ça. Et en fait, vous allez avoir un Parcoursup, en fait, hein, ils vont vous proposer, des débouchés qui vous permettront de vous inscrire pour faire kiné. J'espère que je suis clair.
par rapport à ça. Les compétences, je pense qu'il faut être motivé. Il faut être motivé, il faut avoir mûri son projet. Après, comme l'a si bien précisé Blandine, eh bien, il faut aimer l'humain, il faut aimer le contact, il faut aimer le toucher. Et c'est sûr que si on n'est pas, je dirais, attiré par tout ça, ça risque d'être très compliqué. Tu vas pouvoir passer, s'il te plaît, la diapo aussi. Voilà. Ouais, donc, vous voyez un petit peu. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les universités ont été, le parcours a été réformé cette année et que les universités sont en train de construire ces parcours PASS et ces parcours LAS, hein, avec cet objectif de diversifier les parcours. Voilà. Parce que même en médecine, hein, si on prend les études de médecine, les professionnels souhaitent aussi avoir une diversification dans le mode de recrutement et ne pas avoir que je dirais des étudiants forts en mathématiques, mais aussi en droit, en sciences, etc. Oui, donc, alors, si vous faites un parcours LAS ou un parcours PASS, il faut valider. Il faut valider votre première année. Donc, je pense, je suis honnête, hein, j'essaie d'être honnête avec vous. Si vous validez votre première année, vous allez pouvoir intégrer et rentrer en IFMK avec un nombre de places limité. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est au mérite, il faut être classé dans les meilleurs. D'accord ? Dans chaque université dans laquelle vous allez vous inscrire, dans la vôtre en tout cas, il faudra être classé dans les meilleurs pour pouvoir, enfin, ce qu'on appelle nous être classé en rang utile, pour pouvoir, je dirais, accéder à un IFMK, puisqu'en fait, le nombre de places est limité. Si vous n'êtes pas classé, il faut comprendre pourquoi vous n'êtes pas classé. Voilà. Vous avez la possibilité de redoubler dans beaucoup de situations, mais si vous avez mis, je dirais, tous vos moyens possibles, imaginables, et que vous n'y êtes pas arrivé, il faut vous poser la question. Alors, soit j'ai été malade, ça peut arriver, hein, soit en fait je ne me suis pas tant investi que ça, et donc en fait il faudra corriger un petit peu votre investissement et peut-être revoir un petit peu vos prétentions par rapport à ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on va dire que 98% de nos étudiants qui intègrent un IFMK en France réussissent du premier coup. Voilà. Il y a toujours des exceptions, hein, bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, vas-y, tu veux passer, là, les diapositives aussi, c'est bon. C'est bon, ça aussi tu peux passer, je ne vais pas choisir. Enseignement, oui. Tu peux passer aussi. Et je vais laisser la parole à Blandine, et si vous avez des questions, je veux bien y répondre, soit maintenant, soit à la fin, comme vous voulez. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je vais pouvoir relaisser à nouveau la parole à Blandine. Donc le contenu effectivement des études dans un IFMK, alors je vais être relativement succincte, mais Martial l'a bien dit, la motivation va être le point clé pour du coup obtenir cette entrée dans un IFMK. Une fois que vous y êtes, vous serez encore plus motivé parce que vous serez dans du concret. Je pense que tu peux passer la slide. Le concret, c'est quoi ? On va enfin vous parler que de kiné tout le temps. Je pense que tu peux passer. Voilà. Globalement, juste pour que vous ayez une idée aujourd'hui, sur les 4 ans d'études, on distingue 2 cycles. Un premier cycle avec les 2 premières années qui vont être toute cette approche de l'homme sain. Donc là, on est dans le concret, on est sur le corps. Alors quand on dit l'homme sain, c'est vraiment l'anatomie, effectivement, mais dans l'anatomie, c'est pas que apprendre les petits muscles, c'est apprendre chacun des os, chacune des insertions. Et puis ensuite, vous allez faire des liens, parce qu'une fois que vous aurez appris ces planches anatomiques, vous allez faire le lien avec le mouvement, comprendre du coup le biceps, effectivement, que vous sentez ici sous votre bras, eh bien, il va fléchir votre coude, mais à quel degré d'amplitude il va être le plus fort, le moins fort. Donc là, petit à petit, tout va s'affiner. Et donc, on est sur de l'anatomie, mais aussi ce qu'on appelle de la myologie, apprendre effectivement les muscles, de l'arthrologie, comprendre les articulations, mais tout sur l'homme sain. Donc ça, c'est première année et deuxième année. Vous avez bien sûr des stages dès la première année. Et là, les étudiants d'ailleurs de première année de l'IFMK de Meaux
sont actuellement en stage. Et ils avaient hâte d'être en stage pour cette première année, parce qu'effectivement, ils ont déjà une bonne base d'anatomie. Alors, ils n'ont pas encore vu tout le corps humain, mais comme je leur dis souvent aussi, c'est intéressant d'aller aussi rechercher ensuite les informations. Souvent, les étudiants me disent, mais j'ai pas eu la pathologie, mais c'est pas grave, en fait. Vous allez partir de l'observation de ce que vous ressentez, et tu vas ensuite justement émettre des hypothèses. Et quand tu auras le cours à l'école, tu auras en tête ce patient avec qui tu étais, avec qui tu as fait peut-être un massage, des premières mobilisations, hein, même si en première année, bon, ils n'ont pas encore vu beaucoup de pratiques, mais ils en ont quand même vu et on a réussi à les maintenir. Fort heureusement, merci Martial pour les guider par rapport à cette approche. Et ensuite, donc, deuxième cycle, troisième et quatrième année, là, c'est un petit peu plus dense avec l'approche de toutes les pathologies, donc dans tous les champs disciplinaires que je vous ai présentés tout à l'heure, et avec évidemment des stages, et surtout le dernier stage qui va correspondre à ce qu'on appelle le fameux clinica, qui sera aussi déterminant, si je ne dis pas de bêtises, dans l'obtention du diplôme. Alors, effectivement, moi, ça a un petit peu changé depuis, c'est pour ça que c'est Martial qui aborde les études, mais j'ai eu des étudiants, donc ça fait déjà 3 ans, c'est ça va être la 3e année du clinica, où on les accompagne, et c'est leur dernier stage juste avant d'avoir le diplôme effectivement en poche. Donc voilà un petit peu sur les études. Pour la validation, ça c'est peut-être plus Martial, hein, je pense que c'est un système de validation avec des crédits. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans ce détail ou pas, Martial. Je te laisse parler si tu veux. En fait, on est rentré dans le système LMD, et pour permettre aux étudiants d'avoir une mobilité à travers l'Union européenne principalement, en fait, il y a une équivalence de diplôme qui permet la libre circulation des professionnels à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà, donc en fait, quand vous validez une année, quand vous validez un semestre, eh bien, on vous octroie des ECTS qui vous permettent, je dirais, de pouvoir aller exercer une fois que vous avez votre diplôme d'État en poche, en Allemagne, en Angleterre, je ne pense pas demain, mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'était encore possible, et ou en Espagne, etc. Voilà, donc c'est la libre circulation des professionnels à l'intérieur de l'Union européenne. Je te redonne la parole. Eh bien, on arrive à la conclusion et à la fin de ce webinaire. Donc, je mets la slide suivante, rejoindre l'IFMK. Voilà, en fait, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin, Martial. En tout cas, moi, je vous remercie pour cette attention et ce partage aujourd'hui. On essaye d'être quand même dans l'interaction. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, on a encore un tout petit peu de temps, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et Martial, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui l'as écrit, hein. D'accord, allez. Donc, après, on répondra aux questions. Je pense qu'il y aura quelques questions et on répondra tous les deux. Blandine, si tu veux bien. Oui, en fait, je vais simplement redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un métier humain. Si vous vous orientez, on ne devient pas kinésithérapeute par hasard. Il faut vraiment, je dirais, aimer les autres, servir. Voilà, donc le contact est important. Hein. Est-ce que vous aimez toucher? Si vous n'aimez pas, si vous avez une répulsion au contact physique, ça peut être compliqué d'exercer ce métier, qui est un métier où on rentre dans l'intimité des personnes. Voilà, mais c'est un métier passionnant. C'est un métier qu'on exerce avec passion et c'est simple, c'est le plus beau métier du monde. Voilà. La parole aux questions, si vous voulez. Vous avez eu une question tout à l'heure de Franck. Voilà, donc chaque année, le ministère de la Santé évalue le nombre de besoins professionnels par rapport au nombre de départs à la retraite, par rapport à des paramètres qui sont le vieillissement de la population, le recours aux soins, voilà. Et donc, en fait, les besoins sont réels. Hein, il y a 100% d'employabilité, c'est-à-dire qu'en fait, 100% de nos étudiants, une fois diplômés, trouvent du travail. Le lendemain matin, ils ont du travail. Voilà. Comme l'a dit Blandine, même parfois, avant d'être sortis, ils ont déjà du travail. Il faut savoir aussi que quand vous rentrez en IFMK, on n'a pas ce qu'on appelle un taux d'érosion, c'est-à-dire qu'on a sur 100 étudiants qui rentrent en IFMK, il y aura 100 étudiants qui sortiront au bout des 4 années. Voilà.
Donc on n'a pas de perte, il n'y a pas de personnes qui sont rentrées par hasard. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a des gens très motivés et que nous, dans l'accompagnement, dans leur parcours de formation, c'est passionnant aussi, puisqu'en fait, les jeunes nous dynamisent tous les jours en nous demandant et dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est vraiment un échange très, très passionnant et passionnel. Voilà. Alors, il n'y a pas de questions a priori. Donc, ça veut dire que vous avez été certainement l'un et l'autre très clairs. Alors, voilà, on peut se souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Oui, merci à tous en tout cas pour votre participation et votre écoute à ce webinaire et en espérant vous avoir transmis effectivement notre passion du métier. Voilà. Moi, je terminerai en disant... qu'on a un site internet qui s'appelle IFMKEF et que si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à vous y rendre et à nous poser des questions et on sera disponible pour répondre à toutes ces questions. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bon courage pour la suite de votre année scolaire qui est compliquée pour vous, j'imagine, avec le confinement et bonne réussite à tous.